Bonjour, premier week-end de décembre, je vous retrouve, il est 11h30 avec mon café au lait. Oui, parce que je sais que je vais avoir la question, parce que les gens quand ils viennent chez moi ils me demandent toujours. Oui, c'est un vieux pot d'huile de coco que j'utilise pour faire mon café parce que c'est la taille idéale et que j'ai pas envie d'acheter un truc étant donné que j'ai déjà ça. Bon, voilà, ça c'est fait. Du coup, voilà, je voulais vous parler un petit peu de ma vie puisque j'ai eu quelques questions quand même. Et que j'ai laissé certaines choses en suspens. Donc j'ai signé un contrat de volontariat. Donc je vais vous en parler un petit peu, je vais vous expliquer ce que c'est parce que je pense que ça n'existe pas en France. En tout cas, moi j'en ai jamais entendu parler. Et j'ai toujours beaucoup de mal à expliquer ce que c'est aux gens qui sont français, qui ne comprennent pas du tout ce que c'est. Mais du coup, avant, je vais peut-être vous donner un petit peu le contexte. Donc après mes études, j'avais trouvé un travail assez rapidement dans une entreprise où bon, je suis pas restée longtemps parce qu'ils ont dû licencier plusieurs personnes. Bon, voilà, la vie est ce qu'elle est et c'était un petit peu un événement un peu triste, surtout d'autant plus que j'étais très contente de ce travail. J'aimais beaucoup l'entreprise, mes collègues étaient super, ma manager était super, j'aimais mon travail, on avait déjà discuté de certaines choses que je pourrais éventuellement faire dans le futur, donc voilà, c'était d'autant plus triste que j'avais vraiment envie de rester là-bas et que ça m'avait vraiment beaucoup plu. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué et je tiens à dire que j'ai pas de ressenti négatif je sais pas comment dire, mais vraiment quoi que ce soit de négatif concernant cette entreprise parce que bon, ce qui s'est passé c'était malheureux, mais en soi ils m'ont traité correctement et j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Et voilà, c'était quand même, j'en garde quand même un bon souvenir et je trouve toujours que c'est une super entreprise et je pense même acheter des choses de cette entreprise dans le futur parce que je trouve toujours que c'est une bonne entreprise et que voilà, ils m'ont quand même bien traité. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, j'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux parce que je redoutais un petit peu d'en parler. Alors, j'ai eu une expérience très négative et je sais pas, j'avais un petit peu peur d'en parler sur les réseaux parce que je me disais peut-être que ça va me montrer dans une perspective qui est pas très positive. Je sais pas, mais
je savais pas trop si je voulais en parler ou pas, et puis je me suis décidée, je me dis bon, pourquoi pas vous en parler un petit peu, peut-être que ça pourra vous apporter quelque chose. Donc bref, après avoir perdu mon premier emploi, j'ai cherché un autre emploi dans le même secteur, et j'ai trouvé une entreprise. Donc ça s'est fait, j'avais candidaté, j'avais pas de réponse, et puis finalement ils m'ont contacté, j'ai eu des entretiens qui étaient un petit peu étranges. Alors la personne avec laquelle j'ai eu des entretiens avait vraiment déjà un comportement étrange, et ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais bon, ça n'a pas été le cas. Et même après, une fois qu'ils m'ont dit qu'ils me prenaient, etc., je la trouvais un petit peu étrange, mais je me suis dit non, c'est rien, c'est dans ta tête. Donc j'ai commencé là-bas sans contrat. Donc en fait j'ai commencé un lundi et je devais signer le contrat, et officiellement je devais commencer le mardi d'après du coup. Donc j'ai commencé là-bas et non, très mauvaise expérience. Ça s'est très très mal passé avec ma manager qui... bon alors en soi elle n'était pas forcément préparée à ce poste, c'était son premier poste vraiment de manager, parce qu'avant ça elle avait été junior, donc elle n'avait pas forcément l'expérience, qui est en soi pas grave, on apprend tous, quand on fait un nouveau métier c'est pas grave, mais elle avait vraiment un comportement très étrange. Je pourrais en parler pendant des heures de tout ce qui s'est passé, mais pour vous donner quelques exemples, par exemple un jour, alors ça a été très très clair pendant l'entretien d'embauche, j'ai expliqué quel logiciel j'ai utilisé dans mon entreprise précédente. Ils m'ont dit, nous on utilise ça et ça, donc j'aurais expliqué, je n'ai jamais utilisé ce logiciel. Si je viens travailler dans cette entreprise, il faudra qu'on m'explique comment ça marche. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Et donc à un moment, je lui demande, est-ce que tu peux m'expliquer, parce que je devais utiliser le logiciel et je ne trouvais pas. Et en fait, le truc sur ce logiciel, je devais chercher, il y avait une barre de recherche énorme, vraiment sur la page. Et en fait, il fallait pas chercher là, il fallait cliquer sur le truc et sur l'autre machin et chercher dans cette mini barre de recherche. Donc je pense que n'importe qui aurait pu faire l'erreur que j'ai fait de chercher sur la grosse barre de recherche qui était en gros sur le logiciel. Et donc je lui dis, écoute, ça marche pas, j'arrive pas à trouver ce que je dois trouver sur le logiciel, est-ce que tu peux me montrer? Et là, elle me dit, ben, ça se voit en fait comment il faut faire. Ok, mais moi je sais pas. Du coup, est-ce que tu peux me montrer? Mais tu n'y arrives pas en fait? Bon, alors écoute, je vais chercher. Et du coup, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc je lui ai demandé, après elle m'a expliqué. Mais déjà, ça montre bien qu'il y a quand même un problème quant à... c'était ma première semaine quand même. J'ai passé qu'une semaine là-bas, on va y venir. Donc il y a eu des choses comme ça, il y a eu d'autres choses. Donc en plus, moi je lui dis, j'acceptais pas qu'elle me parle comme ça. J'acceptais pas ce genre de choses, parce que je trouve qu'on perd du temps pour rien en fait. Tu es là, tu es censé me former à utiliser certains logiciels, je te demande de me montrer, et tu es là en train de me dire des trucs pour me rabaisser. Et en fait, le mot qu'elle a utilisé en allemand, c'était vraiment du style... je sais pas exactement comment on pourrait... genre c'est logique, mais vraiment en allemand c'est genre ça s'explique par soi-même en fait. Ce serait la traduction littérale. Donc en gros c'est vraiment... La façon dont elle m'a dit, c'était vraiment... Non seulement c'était pas du tout approprié de me parler comme ça, et en plus on perd du temps sur le travail en fait. T'es censé me former, donc forme-moi quoi. Et donc voilà, on a eu plusieurs conversations avec elle, avec le chef. Là aussi des choses assez étranges, parce que en plus des réflexions du style ah oui mais en fait il va peut-être falloir que tu revoies les bases d'Excel. J'ai dit là genre j'ai travaillé une semaine avec Excel, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Ou des trucs. Alors il y a autre chose aussi, c'est que cette personne-là, d'après ce que j'ai entendu, a certains troubles psychologiques. Donc je voulais pas forcément en plus trop, comment dire, être trop méchante avec elle, et même s'il y a eu des choses qu'elle a fait, trop en parler, parce que bon voilà, on m'avait prévenu qu'elle était malade. Pas une personne, voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails, donc voilà, j'étais quand même mal à l'aise avec
avec les discussions forcément que je pouvais avoir avec elle, parce que j'avais ça en tête et que je voulais pas aggraver quoi que ce soit, parce que je me dis, elle est peut-être pas capable de le gérer comme une personne pas malade pourrait gérer ça. Donc voilà, il y a eu ce genre de commentaires qui étaient vraiment totalement déplacés. Et en plus, il faut savoir que donc là, on est une semaine, à peu près, donc genre 4-5 jours, et j'étais toujours pas sûre de savoir si je voulais signer le contrat. Je l'avais pas signé, je devais le signer, et j'étais encore en train de réfléchir. Je me suis dit, j'ai deux options. Soit je le signe pas et je m'en vais, soit je le signe et je cherche autre chose. L'option de je signe et je reste, c'était inenvisageable pour moi, j'avais aucune envie de rester. J'étais très très mal dans cette entreprise, surtout en fait à cause de la manager qui faisait pas son travail. Même à un moment on a eu une discussion et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as prévu en fait pour ma formation? Comment tu t'es préparée? Et elle a rien dit parce que elle a rien préparé. Donc je veux bien que tu sois nouvelle, etc. Mais je veux dire, il faut quand même que tu sois ouverte à écouter en fait les retours qu'on peut te faire. Donc voilà, il y a eu ça aussi. Donc elle n'avait rien préparé. Et le chef, parce qu'on était en discussion avec l'autre, qui me dit, ah oui, mais on n'a pas prévu de passer des heures à te former. Je pense qu'il y a quand même une différence entre demander de passer des heures par jour à me former, ce qui n'a pas du tout été le cas, et tout simplement accepter de répondre à ma question quand je te demande comment marche ce logiciel, qui prend 5 minutes. Donc j'ai trouvé que c'était très malhonnête, c'était très très étrange, il y avait pas mal de choses assez étranges durant la petite semaine que j'ai faite. Et d'ailleurs, j'avais discuté avec une personne en lui disant, écoute, je dois t'avouer que je sais pas si j'ai envie de rester, je sais pas si j'ai envie de signer le contrat, je sais pas quoi faire, parce que j'ai pas envie de rester. Et la personne m'a dit, et la raison pour laquelle j'avais pas envie de rester, c'est parce que ça se passait très mal avec la manager. Et la personne m'a dit, réfléchis bien, parce que ça sera toujours comme ça va pas s'améliorer. Ok, ok, du coup, qu'est-ce que je fais? Donc sachant que c'est quand même une personne qui est dans l'entreprise qui me dit quelque chose comme ça, qui me dit réfléchis bien si tu as envie de signer le contrat ou pas. Donc voilà, donc on a eu cette discussion, il y a eu vraiment pas mal de choses et ils m'ont dit en gros bon bah écoute, c'est pour ça qu'on a une période d'essai, donc tu dégages. et finalement, bon, je suis pas plus mécontente que ça soit passé comme ça. Je pensais vraiment, j'avais très très peur de ça, et finalement quand c'est arrivé, j'étais tellement soulagée, j'étais surprise moi-même, j'étais tellement soulagée, j'étais vraiment contente de plus y rester. Et voilà, donc ça a été d'autant plus difficile, non seulement parce que j'avais eu cette première expérience où j'avais dû partir de l'entreprise qui me plaisait beaucoup, j'avais eu cette deuxième expérience qui était horrible. Ah oui, et j'ai pas été payée en plus hein, pour la deuxième. La première expérience, ils m'ont payé, ils m'ont tout payé comme il fallait, ils ont tout fait comme il faut. La deuxième, ils m'ont même pas payé. Donc voilà. Et en plus, j'avais cette comparaison-là de la première expérience où, même si voilà, c'est un peu triste ce qui s'est passé, en soi, quand j'ai travaillé là-bas, tout était super. Et ma manager était mais vraiment trop bien. Et cette expérience-là, avec ma manager qui était extrêmement étrange, on va dire, et avec beaucoup de choses qui étaient un petit peu étranges. Donc ça s'était vraiment très mal passé. Donc j'avais en plus cette comparaison-là que je pouvais faire. J'étais vraiment... Je me suis dit... Je ne vais pas trouver. Ah oui, il y a une dernière chose aussi en comparaison. C'est que donc, je ne vous ai pas expliqué, mais ces deux expériences-là, c'était dans le marketing d'influence. Donc, marketing d'influence, c'est on est engagé par une marque pour contacter des influenceurs, pour préparer les collaborations, envoyer des briefings, envoyer les produits, négocier les prix, tout ça. Et dans la première entreprise, quelque chose que je trouvais bien, c'est que je n'ai jamais entendu personne dire quoi que ce soit de négatif sur un influenceur. Jamais. Alors que certains influenceurs, je ne vais rien dire, mais certaines personnes ne sont pas toujours très honnêtes. Mais je ne les ai jamais entendus critiquer qui que ce soit, rien. Alors que là, dans cette deuxième entreprise, et c'est quelque chose qui m'a aussi énormément gênée, ma manager était parfois, j'ai trouvé très arrogante, et faisait parfois des commentaires qui étaient
quand même déplacée concernant les influenceurs et ça m'a vraiment dérangée parce que si tu travailles là-dedans, c'est que tu as envie de travailler avec les personnes, c'est que tu as envie qu'il y ait bon, un travail, un échange des deux côtés et ça m'a vraiment dérangée. Par exemple, il y a une fois où il y a eu un problème avec... Enfin, c'est pas vraiment un problème, c'est l'influenceuse qui voulait négocier les prix et qui d'un coup nous a sorti un prix qui était très élevé et qui, personnellement, moi j'ai trouvé qu'elle avait raison de faire ça. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je trouve qu'elle avait raison de faire ce qu'elle a fait. Et en fait, on discutait par Excel interposé avec la manager et elle écrit dans l'Excel, donc voilà, j'ai expliqué la situation, voilà, elle nous propose ça, qu'est-ce que je fais? Parce que oui, j'étais même pas libre en plus de négocier toute seule, j'étais complètement fliquée, c'était vraiment bizarre quoi. Et elle m'a écrit, non mais elle a quelque chose du style, elle a craqué. Je trouve, non seulement c'est extrêmement professionnel parce que c'est un truc Excel où tout le monde, l'équipe a accès quoi, non seulement c'est extrêmement, c'est pas du tout professionnel d'écrire comme ça, mais en plus c'est pas respectueux envers la personne, même si elle le voit pas, moi c'est quelque chose qui m'a dérangée, donc voilà. Il y a eu tout ça, donc tout ça pour dire que ça a été vraiment une très mauvaise expérience. Donc voilà, année difficile, mais du coup là j'ai signé un contrat de volontariat. C'est pas du marketing d'influence, c'est autre chose. Et je suis très contente. Vraiment, j'ai envie de pleurer. Parce que j'ai candidaté en me disant ils me prendront jamais. Ils m'inviteront même pas à l'entretien d'embauche. Et non seulement ils m'ont invitée, mais ils m'ont prise. Tout a été fait très rapidement. Et vraiment, ça a l'air trop bien. Enfin, je suis tellement contente. Je pensais pas avoir quelque chose comme ça. Non seulement parce que c'est un milieu où il y a beaucoup de personnes qui candidatent, mais en plus c'est généralement le genre de boîte qui me prennent pas parce que je suis pas allemande. Et là ils m'ont prise, donc j'arrivais pas à y croire au moment où ils m'ont appelé, ils m'ont dit bah, écoute on t'a choisi toi et au moment où j'ai signé le contrat, voilà, donc j'arrivais vraiment pas à y croire. Et je suis très contente, même si je dois vous avouer que j'ai quand même un peu de stress encore. Premièrement parce que bon, c'est quelque chose qui est nouveau, on a peut-être toujours un petit peu de stress en commençant un nouveau travail. Mais en plus, je dois vous avouer que bon, avec tout ce que j'ai eu cette année, c'est vrai que je suis un petit peu méfiante, je suis un peu sur le qui-vive en me disant qu'est-ce qui va me tomber dessus encore. Donc voilà. Ah oui, et ce que j'ai oublié de dire, concernant la deuxième expérience toute pourrie que j'ai eue, quelque chose qui je pense peut vous être utile, c'est que si c'est possible, parce que je sais que c'est pas forcément possible, parfois on a un travail, on est obligé d'y rester et on n'a pas le choix. On est obligé de rester là pendant qu'on cherche autre chose. Mais si vous avez la possibilité de partir quand vous faites face à une expérience comme ça, partez. Ça vaut pas le coup de rester là-dedans et d'être vraiment mal, ça vaut pas le coup. Sa santé mentale, c'est vraiment important. Et si c'est quelque chose qui vous atteint mentalement, parce que j'étais très mal pendant cette semaine, et si vous pouvez, partez. Et en général, autre chose, si vous avez un sentiment que là il y a un truc qui va pas avec cette entreprise et que vous pouvez vous permettre de continuer à chercher, dites non à une entreprise. N'ayez pas peur de dire non, même si c'est un premier travail, parce que après ça, j'ai eu aussi, j'ai candidaté ailleurs, donc j'étais candidatée à plein d'endroits, et j'ai eu un entretien avec une autre entreprise. Le premier entretien se passe très bien. J'ai vraiment eu un bon sentiment. Et puis après, j'ai dû faire une étude de cas. Alors, bon, c'est une histoire aussi, il y a des études de cas à faire dans ce marketing, c'est compliqué hein, pour avoir travail. Et donc, il m'envoie l'étude de cas. Et je me dis, qu'est-ce que c'est ce truc? C'est écrit n'importe comment. N'importe comment. Mais vraiment, il y avait des choses, je sais pas si je peux dire vraiment des fautes, mais des choses, ça se dit pas comme ça en allemand. C'était très mal écrit. Et il y avait même une question, c'était incompréhensible. Incompréhensible. Vraiment. Et c'est même pas mon niveau d'allemand, parce que bon, premièrement, je parle très bien, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je parle très bien. Et en plus, je l'ai montré à quelques personnes qui parlent allemand, de langue maternelle allemande, qui m'ont dit ça n'a... Elles comprenaient pas la phrase. Donc là, genre...
qu'est-ce que je fais? Je ne comprends pas ce que je dois faire. Donc je recontacte la personne, j'ai posé quelques questions par rapport à l'étude de cas. Et la personne me répond, mes réponses sont dans ton mail. Juste ça. Donc, ok. Et j'étais vraiment pas très bien parce que je me disais, premièrement, c'était pas du tout professionnel ce qui m'a envoyé son truc, ça n'avait pas de sens. C'était dans un allemand qui était incompréhensible, qui était... Vraiment, ça montrait que, en fait, cet entretien d'embauche et puis même tout ce processus-là, c'était pas important pour lui. Et je sais pas, j'ai eu un mauvais sentiment par rapport à ce mail aussi parce que, en soi, qu'ils attendent de moi que je me débrouille toute seule, c'est pas le problème, tu vois. S'il me dit, bah écoute, fais comme tu penses, moi j'ai envie de voir comment tu fais, là ok. Mais qu'on me réponde comme ça m'a fait penser à cette deuxième horrible expérience. Et du coup je me dis non, j'ai un mauvais sentiment, j'ai pas envie de travailler là-bas. Et donc j'ai dit non. J'ai dit ben en fait j'ai pas envie parce que j'avais d'autres entretiens avec d'autres entreprises qui me plaisaient plus. Et du coup je leur ai dit voilà non. Donc si je peux vous donner un petit conseil, ce sera celui-là. On n'ose pas, c'est un premier travail, surtout si on n'a rien d'autre, on se dit non, il faut absolument que je l'ai. Mais parfois, en fait, l'instinct, c'est remarquer quelque chose, observer quelque chose, sans forcément comprendre et savoir ce qu'on a remarqué, ce qu'on a observé. Donc c'est important d'écouter son instinct. Donc voilà, faites-en ce que vous voulez. Donc pour en revenir du coup à ce contrat, c'est fini, la deuxième expérience horrible. Pour en revenir à ce contrat, donc c'est un contrat de volontariat et je me dis que ça serait peut-être un petit peu intéressant de vous expliquer ce que c'est parce que je n'ai jamais entendu parler de ça, je pense que ça n'existe pas en France et je sais pas si ça existe dans d'autres pays. En anglais, je sais qu'on dit traineeship, mais est-ce que c'est vraiment utilisé dans d'autres pays? Je ne sais pas du tout. En fait, c'est un premier emploi. Et c'est pas forcément dans tous les secteurs, c'est surtout dans les secteurs plutôt culturels, boîtes de com, événementiels, maisons d'édition, dans ce genre de domaine. En Allemagne, ça se fait beaucoup. Ça peut se faire en marketing aussi, mais bon, pas forcément. Et en fait, ce que c'est pas... Le nom de volontariat, on peut penser qu'on fait ça gratuitement, que c'est une sorte de stage. C'est pas ça, parce que généralement, ils demandent justement à ce que la personne ait fait un stage avant, c'est pas obligatoire, mais ils demandent à avoir eu un stage avant pour avoir une petite expérience. C'est vraiment un premier emploi. En France, on commencerait par junior, et là en Allemagne, ça serait comme le niveau juste en dessous. Il y aurait genre volontariat et après junior. Donc c'est vraiment un vrai travail, vous travaillez normalement, mais vous avez quand même moins de responsabilités, parce qu'on considère qu'on vous forme, donc vous n'êtes pas obligé, on n'attend pas de vous que vous ayez une expérience extraordinaire, parce qu'on va vous former. Donc c'est beaucoup plus c'est plus facile. En théorie, c'est plus facile d'avoir accès à un volontariat qu'à directement un poste normal, même s'il n'y a pas beaucoup de place pour le volontariat et qu'il y a beaucoup de personnes qui candidatent. Et le but aussi, c'est normalement de vous garder. C'est normalement on forme la personne et après on la garde. Mais ça dépend. Et donc normalement c'est payé. J'ai déjà vu des places de volontariat qui sont pas payées ou qui sont payées quelques centaines d'euros où je me dis c'est quand même compliqué parce que généralement ça dure 1 an et demi, 2 ans. La plupart ça dure 1 an et demi. J'ai vu aussi 1 an ou 2 ans, mais la plupart c'est 1 an et demi. Moi ça sera 1 an et demi aussi. Et moi je suis payée correctement, je pourrais en vivre, ça sera pas autant que si j'étais junior, mais ça me permettra d'en vivre, c'est pas quelques centaines d'euros. Et donc voilà, ceux dont je vous parlais avant. Donc normalement, les entreprises qui proposent ça, c'est pour vous garder après. Donc ça se fait beaucoup dans les agences de communication qu'on garde la personne après. Mais ça ne se fait pas forcément toujours dans les domaines culturels. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup par exemple dans tout ce qui est événementiel culturel, boîte de... maison d'édition, pardon. Maison d'édition, et là c'est vraiment un truc assez important. Il y a beaucoup de boîtes d'édition, je vais pas y arriver, de maisons d'édition qui proposent des volontariats. Et donc plus ou moins bien payés.
il y a beaucoup de personnes qui candidatent. Généralement, c'est quelques places de volontariat dans l'année. Il y a beaucoup de personnes qui candidatent. Et souvent, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, dans les maisons d'édition, les personnes ne restent pas forcément. Ils n'ont pas forcément, premièrement, ils n'ont quand même pas forcément besoin d'une nouvelle personne chaque année. Et c'est quand même si vous êtes payé correctement, ou du moins vous êtes payé quand même plus que quelques centaines d'euros, ça dépend des maisons d'édition, mais par exemple, une maison d'édition dont je tairai le nom, je sais que, il y en a plusieurs qui proposent 1600, autour de 1600, donc bon, c'est pas énorme, mais on peut quand même en vivre. Et j'ai entendu de quelques personnes qu'elles ont fait un volontariat, et après elles ne sont pas restées dans les maisons d'édition parce que, du coup, les maisons d'édition quand même en profitent pour... Et je dis en profite, je dis ça de façon tout à fait neutre, je dis pas ça de façon négative, j'aurais profite de vous, mais elles profitent de cette occasion pour avoir quand même quelqu'un qui travaille et payer moins. Mais après, c'est aussi positif pour la personne qui a eu cette place de volontariat, parce que même si elle ne reste pas dans l'entreprise, quand on a fait un volontariat dans une grosse maison d'édition, c'est quand même quelque chose qui est très positif sur le CV. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu ce concept-là. J'espère que c'est clair, que vous comprenez, parce que quand j'explique, les personnes ont vraiment du mal à comprendre ce que c'est. Donc c'est pas un stage, c'est vraiment un emploi, mais c'est un premier emploi, donc qui est en dessous du junior. Si vous avez des questions, si vous voulez peut-être travailler en Allemagne ou si vous êtes curieux, vous pouvez aussi me demander dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. Et du coup voilà, c'était tout pour ce qui s'est passé dans ma vie. Je sais pas depuis combien de temps, je parle quand même depuis un petit moment, du coup on va arrêter cette vidéo là. Je ferai peut-être d'autres petits vlogs en décembre, j'ai pas encore trop prévu, mais... Ah oui, et du coup, attendez, je vais quand même vous parler de littérature, on est quand même sur un compte de littérature. Où est mon livre? Je ne sais pas. Je suis en train de lire Le Lys dans la vallée, pas Le Lit dans la vallée, c'est pas du tout la même chose. J'en suis peut-être à la moitié, quelque chose comme ça, et je m'ennuie, c'est long. Vraiment, j'aime pas du tout, j'aime pas du tout. Une de mes abonnées m'a recommandé Illusion perdue, je sais plus, il faudra que je regarde le commentaire qu'elle m'a laissé, où elle m'a dit il était très bien, apparemment c'est la suite du Père Goriot, donc je pense que ça sera plutôt quelque chose que je lirai de Balzac prochainement. Mais Le Lys dans la vallée, j'aime pas du tout. Alors premièrement, c'est très long, je ne vois pas l'intérêt. En fait, Balzac essaye de faire quelque chose de beau, de poétique, de romantique, mais c'est juste long et fade. Vraiment, je trouve ça fade, je n'aime pas du tout. Il y a des longues tirades qui sont pas du tout intéressantes. Et en plus, alors la première partie, parce que ça se base sur certains éléments biographiques de la vie de Balzac. Et le problème, c'est que même si on a envie de faire une fiction qui se base sur certains éléments de notre vie, pourquoi pas, mais là je trouve que c'est pas forcément ça n'apporte pas forcément grand chose à l'histoire, parce que toute la première partie, en fait il y a toute une première partie où il se retrouve dans un pensionnat et un autre, et il explique la relation avec ses parents, mais là où j'en suis, on n'en parle plus. Du coup je me dis quel est l'intérêt en fait, pourquoi pas l'écrire, mais il faut quand même que à la fin, le tout, ce soit une entité cohérente. Et on peut pas juste, même si ça se base en partie sur la vie de l'auteur, c'est une fiction. Et l'œuvre doit être à la fin tout ce qui est cité, tout ce dont on parle dans le livre, ça doit avoir une raison d'être là. Et là, la première partie, je ne comprends pas pourquoi c'est là. Je ne comprends pas à quoi ça sert. Donc vraiment, je ne recommande pas du tout. Donc je vais essayer de le finir, mais je vous avouerai que je lis très lentement parce que ça ne m'intéresse pas du tout et je ne comprends pas. Parce que j'ai entendu certaines personnes qui aimaient beaucoup ce livre. Pour moi, c'est très difficile à lire, donc je vais essayer de le terminer. On ne sait jamais, je pourrais peut-être avoir une bonne surprise vers la fin, mais là, non, j'aime pas du tout. Et c'est un peu bizarre parce que Balzac, je le trouve parfois un peu inconstant dans ses écrits. J'avais lu Le Père Goriot,
c'était il y a longtemps, c'était il y a au moins 10 ans, donc c'était il y a un petit moment, quand j'étais au lycée, et j'avais beaucoup aimé, ça m'avait laissé une forte impression, j'avais beaucoup aimé. Après j'avais lu, est-ce que c'est Colonel Chabert, j'espère que c'est bien Balzac, si c'est quelqu'un d'autre, qui m'a pas laissé une impression, souvenir impérissable. Et après j'avais lu assez récemment Peau de chagrin, que j'avais trouvé extraordinaire, qui est vraiment, je vous le recommande absolument, et je sais que même les personnes qui n'aiment pas Balzac ont beaucoup aimé Peau de chagrin, et qui est vraiment, et je ne comprends pas vraiment, je ne comprends pas comment on peut écrire Peau de chagrin qui est trop bien, qui est vraiment, j'ai rien à redire sur ce livre-là, et écrire Le Lys dans la vallée qui est long, vraiment, je m'ennuie, comme ça m'est très peu souvent arrivé, donc je sais pas, je trouve que c'est vraiment très inconsistant ce qu'il peut écrire. Il peut y avoir des choses qui sont vraiment, qui moi m'ont énormément marqué, énormément touché, et des choses où je trouve que c'est un peu plat, quoi. Donc je sais pas, n'hésitez pas à me dire votre avis sur Balzac en général, sur Le Lys dans la vallée si vous l'avez lu. Bon, je reviendrai vers vous si au cas où j'ai une énorme surprise et qu'à la fin j'adore ce livre. Mais là, non, ça me plaît pas du tout. Donc voilà, pour l'instant ça. Et après, je pense que en décembre, ce que je vais essayer de lire, ça sera du coup Le Parfum, qui est au programme de mon club de lecture, puisque j'ai un club de lecture maintenant, de littérature germanophone. Et si je me trompe pas, La Faute de l'abbé Mouret, c'est le prochain à lire pour le challenge, le défi Lisons les Rougans. Et après, je vais essayer d'en lire quand même un autre que j'ai pas choisi. Je vais laisser mon inspiration naître au moment où je le choisirai. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. J'en ferai peut-être d'autres en décembre. Et je vous dis à bientôt.